Entrée pacifique et coordonnée de l'armée malienne ce vendredi à Kidal avec plus de 150 éléments. Les militaires maliens sont rentrés dans la ville de Kidal, longtemps occupée par des terroristes puis des rebelles Touaregs. Nous entendrons dans ce journal le conseiller technique chargé des opérations au ministère de la Défense et des anciens combattants, le colonel Abdourahmane Babi et le colonel Mamari Kamara sur place. Mission conjointe du président directeur général de la CMDT, du président des unions nationales des syndicats et coopératives de producteurs de coton dans les filiales centre et sud du pays pour sensibiliser sur les réalisations des objectifs du plan de campagne agricole 2013-2014. Et puis sport football, match aller des éliminatoires du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Le Mali reçoit demain samedi au stade Omnisport Modibo Keïta, le Sili national de Guinée. Pour bien négocier sa qualification, l'équipe de Djibril Dramé devra sortir le grand jeu face à des Guinéens bien motivés. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les Maliens ont longtemps attendu et aujourd'hui, ça y est, c'est fait. L'armée malienne a repris position dans la ville de Kidal. C'était cet après-midi, aux environs de 15h30. Le contingent militaire dirigé par le colonel Mamari Kamara a été chaleureusement accueilli par les habitants de la région. Nous vous proposons d'écouter le commandant de la région militaire, interrogé par Tchessira Emmanuel Dambélé, aux environs de 17h30. Actuellement, je suis dans la ville de Kidal, exactement dans le camp numéro 1. L'armée malienne est bel et bien rentrée dans la ville de Kidal. Nous avons quitté ce matin la localité d'Anefis. On a progressé vers Kidal et nous sommes arrivés en milieu d'après-midi. En collaboration avec nos partenaires, on s'est installé dans le camp numéro 1. Et quel a été l'accueil qui a été réservé aux forces armées nationales à Kidalville alors? L'accueil a commencé environ 25 km avant la localité de Kidal. Les hameaux que nous traversions, les populations venaient nous saluer le long de la route. Ensuite, arrivé à Kidal, c'était une foule joyeuse qui nous attendait. Les femmes, les vieillards, les enfants, les hommes, avec le drapeau malien et en criant le Mali, Mali, Mali. Franchement, c'était agréable. Il y avait beaucoup de monde qui nous accueillait en criant de joie et certains priaient au passage même de mon véhicule et remerciaient le bon Dieu de notre venue. Quelles sont les prochaines tâches qui vous sont confiées dans cette ville maintenant? Nous sommes en train de nous installer. C'était un dispositif provisoire pour recueillir le reste de nos camarades. Ensuite, sécuriser la ville, les institutions et participer à la sécurisation des prochaines élections. Le drapeau malien flotte, ce qui fait que le moral des troupes qui est là est très, très haut. On est venu trouver le drapeau déjà dans la ville et nous avons érigé un grand drapeau dans la ville de Kidal. Voilà, avec plus de 150 éléments, donc l'armée malienne est entrée ce vendredi dans la ville de Kidal, une ville longtemps restée aux mains des terroristes et des rebelles Touaregs. Ce fut une arrivée pacifique et coordonnée. Nous écoutons les explications du conseiller technique chargé des opérations au ministère de la Défense et des anciens combattants, le colonel Abdourahmane Babi, au micro de Ibrahim Traoré. Le ministère de la Défense et des anciens combattants confirme que les premiers éléments des forces armées de sécurité maliennes sont bien rentrés à Kidal cet après-midi vers 17h. Le déploiement s'est passé conformément à l'esprit de l'accord préliminaire du 18 juin signé à Ouagadougou. Vous vous rappelez que depuis le 18, il avait été question quand même de déployer les premiers éléments dès le lendemain. La commission technique mixte de sécurité s'est attelée à trouver les mesures sécuritaires qui permettraient de procéder à ce déploiement dans l'ordre et dans le calme. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez parlé de premiers éléments et comment ça va se passer la suite? Donc pour le moment, les éléments qui sont arrivés sont du volume à peu près de 2 compagnies, c'est-à-dire à peu près dans les 200 éléments des forces armées, de la gendarmerie, de la garde nationale, du service de santé. Donc effectivement un volume modulaire qui nous permet de tenir sur le terrain. Et conformément aussi à l'esprit de l'accord du 18 juin, les forces armées vont continuer progressivement à se déployer dans les autres garnisons de la région de Kidal. Donc ça, ce sont des aspects qui vont suivre pour permettre de rétablir intégralement l'intégrité territoriale du Mali et de procéder aux élections conformément au programme qui est annoncé, c'est-à-dire le premier tour le 28 juillet.
Le président de la République par intérim, le professeur John Kounda Traoré, a reçu hier après-midi les patrons de presse et les responsables des organes de régulation des médias au Mali. Au cours de la rencontre, le président de la République a échangé avec les hommes des médias sur l'accord de Ouagadougou et l'organisation des élections à venir. Sur tous ces sujets, il a invité la presse à jouer pleinement sa partition. Nous écoutons Magankone, président de la Maison de la Presse, au micro de Amadou Sankaré. L'audience a porté particulièrement sur un peu l'état des lieux de la transition, à savoir les accords de Ouagadougou, les élections qui profilent la résolution et surtout le rôle de la presse dans des organisations apaisées, crédibles et transparentes. Il a beaucoup dit que nous pouvons jouer, jusqu'à quel point l'État, la population, la nation tout entière, même la communauté internationale, comptait sur la presse nationale en vue de sensibiliser, d'apaiser les esprits, pour un mot qu'on puisse aller vers des élections, des très bonnes élections, à partir du 28 juillet. Maintenant, on a aussi parlé de notre souhait, notre volonté de voir l'État, sentir l'État derrière nous en termes d'accompagnement, en termes d'appui et tout. Donc c'est de cela qu'on a parlé en gros. Avant d'être journaliste, on est des Maliens avant tout. C'est-à-dire qu'on exerce déjà, on est journaliste quand on est dans un pays stable. Et nous, on se dit que la stabilité, elle va être entière et totale que quand on aura des élections tranquilles, calmes, apaisées. Donc par rapport à cela, il n'y a pas de doute, on a donné notre parole, je ne suis pas le seul. J'ai parlé au nom de l'ensemble de la presse, mais il y avait des responsables d'autres associations qui ont aussi réitéré leur soutien et leur accompagnement et réaffirmé leur volonté de jouer leur engagement, leur détermination à jouer leur rôle, tout leur rôle, dans le cadre pour vous dire qu'on est fin prêt et on va jouer notre rôle, Inch'Allah. Le président de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme a été reçu, lui, en audience ce matin par le président de l'Assemblée nationale. Le rôle de l'Assemblée nationale dans le respect des droits de l'homme, le cas de certains élus en complicité avec les rebelles, le rôle de la commission dialogue et réconciliation en cette période post-conflit et les élections libres et transparentes ont été le menu de cette audience à l'Assemblée nationale. Sidiki Kaba, président d'honneur des fédérations internationales des droits de l'homme, à sa sortie d'audience au micro de Fatoumata Koni. Nous avons vu que des députés de l'Assemblée nationale s'étaient alliés avec les assaillants qui ont pris donc des armes contre les populations. Pour nous, il était important que ces personnes rendent compte à la justice. La deuxième chose, nous avons insisté pour qu'il y ait des élections pluripartites, des élections démocratiques sur lesquelles il n'y aura pas de crise post-électorale. Parce que nous souhaiterions que ces élections se passent dans les meilleures conditions, donc qu'elles soient transparentes, crédibles et acceptées par tous. La dernière chose, nous avons insisté sur la commission dialogue et réconciliation. Alors donc, il y a un certain nombre de préalables qu'il faut respecter dans le cadre d'une commission de dialogue. Le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation et aussi les garanties de non-répétition. Monsieur le Président nous a dit que la collaboration avec la Cour pénale internationale doit se faire de manière à ce que les crimes qui ont eu lieu, notamment à Aguelok, reçoivent une réponse. Nous veillons sur cela. Pourquoi le tour des institutions de la République? Est-ce que le cas du Mali en matière de droits de l'homme est inquiétant? Oui, il faudrait dire que dans cette phase historique de l'évolution du Mali, il y a des sujets réels de préoccupation des droits de l'homme. Au niveau du Nord, la question de l'insécurité, mais la question aussi liée donc, à la crise humanitaire, sont des faits qui sont réels. Des crimes ont été perpétrés particulièrement contre les populations civiles, et ce sont les femmes qui ont payé un lourd tribut. Des enfants soldats utilisés, et c'est contraire à toutes les conventions. Ils ont besoin d'autre chose que de prendre des armes pour aller entretuer. Et je pense aussi que des œuvres qui doivent être préservées par l'UNESCO, il y a eu des attentes excessivement graves à ce qui concerne ces monuments historiques à Tombouctou. Mais en plus de tout cela, nous avons pu voir qu'il y a presque l'international du crime qui s'est retrouvé ici au Mali, ceux qui se réclament de AQMI, d'Ansardine et d'autres qui ont le soutien de Boko Haram et même de combattants venant d'ailleurs comme l'Afghanistan et autres. Donc cela a produit des violations massives des droits de l'homme.
Le président de la commission Dialogue et Réconciliation CDR a reçu successivement cet après-midi en audience la délégation de l'UNESCO et celle de la Ligue internationale des droits de l'homme, venus renouveler leur disponibilité à la CDR et demander une éventuelle collaboration de la CDR pour la lutte contre l'impunité. Khadija Toukoune. Après avoir épousé les principes directeurs de la gestion axée sur les résultats GAR, le Mali procède à la formation de ses cadres et conseillers nationaux sur la redevabilité. Cet exercice porte sur la culture de rendre compte aux collectivités de la gestion de l'aide au développement. L'appropriation du concept de redevabilité sera sans nul doute déterminante pour la restitution aux collectivités territoriales des différentes conclusions et recommandations issues des sessions de l'institution. Pour l'atteinte de cet objectif, plusieurs thématiques sont développées. Les participants vont se familiariser avec la notion de redevabilité, de reddition des comptes, de l'imputabilité de chaque conseiller national envers les citoyens et l'obligation de rendre compte de tout dépositaire des mandats quelconques. Si on pouvait étendre ça sur l'ensemble des collectivités au Mali, pour moi, ça allait être une bonne chose et ça allait être l'occasion de lui de rendre compte aux électeurs. Cette formation des conseillers et cadres du Haut Conseil des collectivités devra contribuer à l'amélioration de la qualité de la gouvernance. Voilà, nous ouvrons donc la page élection avec le lancement cet après-midi donc à la Grande Mosquée de Bamako de la traditionnelle lecture de Coran et de bénédiction du Haut Conseil islamique du Mali. Pendant tout le mois de Ramadan qui s'annonce, les fidèles sont invités à faire des bénédictions pour une élection présidentielle apaisée et un bon hivernage. Reportage de Mamari Koné. Organiser cette cérémonie de lecture de Coran. Sans pluie, pas de culture, pas d'élevage, pas de verdure. L'agriculture, qui est le socle de notre économie nationale, verra la baisse accrue de ses produits vivriers aussi bien que commerciaux. Toute l'économie en dépend. Et pour cela, nous prions Allah, le très miséricordieux, d'agréer cette lecture du Coran pour le bonheur du peuple malien, pour le bonheur du pays qui a tant souffert. Et nous prions Allah le Tout-Puissant d'aider le Mali à résoudre les crises du moment, la crise du Nord, l'organisation de l'élection présidentielle et aussi le dialogue, la réconciliation entre les fils du pays. À noter que des lectures de Coran et des séances de bénédiction seront organisées sur l'ensemble du territoire national. En plus des lieux de culte, il est demandé à toute la population de prier pour le Mali. Retrait des cartes Nina à présent, les membres du gouvernement continuent à retirer le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales était à Kanadigila ce matin pour cette opération à caractère civique. C'est à 10h10 que le ministre s'est vu remettre sa carte Nina au groupe scolaire de Kanadigila en présence du maire de la localité Bokar Moussa Diara a profité de l'occasion pour inviter les enseignants en cette période de vacances à appuyer les populations dans les opérations de retrait des cartes Nina. Rappelons que c'est à Kanadigila que le ministre Bokar Moussa Diara a fait lui son recensement avec ce qui motive ce déplacement du ministre à Kanadigila pour cette opération de retrait des cartes. Le ministre de l'Agriculture, vous allez le voir, à lui retirer sa carte Nina et celle des membres de sa famille au groupe scolaire de Kalabankoura en commune 5 du district de Bamako. À cette occasion, Baba Berté a invité tous les producteurs agricoles à sortir massivement pour le retrait de leur carte Nina. Pour le ministre, la réussite de l'élection présidentielle du 28 juillet passe obligatoirement par le retrait des cartes Nina. Des images donc des ministres qui sont en train de retirer leur carte de l'électeur Nina et bien entendu celle des membres de leur famille. Le lot de carte Nina. Voilà.
À présent, plus de 100 associations et une vingtaine de partis politiques et l'ADEMA PAJ ont signé hier au CICB une plateforme d'alliance pour le renouveau. Cette alliance politique a été initiée en prélude à l'élection présidentielle de juillet 2013. On prépare à cette signature les représentants des partis politiques et ceux des associations. Compte rendu de Mohamed Doumbia. 121 associations du district de Bamako et de Kati et une vingtaine de partis politiques ont signé une plateforme d'alliance pour le renouveau avec l'ADEMA PAJ en prélude à l'élection présidentielle de juillet 2013. Il y a des moments où il vaut mieux pour l'homme de se taire et laisser les événements parler, tellement ceux-ci sont plus parlants que la parole humaine. Mais dit-on aussi, si le silence est d'or, la parole est d'argent. C'est la raison pour laquelle vous me permettrez, en ma qualité de porte-parole des organisations de la société civile du district de Bamako et de Kati, vous me permettrez, dis-je, de prendre la parole et vous transmettre le message dont voici le contenu. Les organisations de la société civile du district de Bamako et de Kati ont décidé de mener les actions majeures suivantes. La mobilisation des populations à la base pour le retrait des cartes NINA, en commençant par les membres de toutes les associations, familles, clubs d'amis, grains, collègues de travail, etc. Et il s'agira pour chaque association de mobiliser tous ses membres pour aider les populations de leurs quartiers respectifs à aller chercher leurs cartes NINA. Et en prélude à cela, nous avons demandé à tous les membres des associations, en tout cas avant la tenue de cette rencontre, d'aller retirer leurs cartes NINA. De nouvelles adhésions à l'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces démocratiques. Le président du parti, à la tête d'une délégation, a rencontré les nouveaux militants qui comptent dans leur rang plusieurs élus locaux. La rencontre s'est déroulée à Kangaba où Soumeli Goubemega a rendu visite aux autorités administratives et locales. Reportage de Agali Agalissa. L'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques, renforce ses bases dans le cercle de Kangaba. Le parti vient d'enregistrer l'adhésion de plusieurs militants. Ces nouveaux adhérents sont composés des élus communaux de plusieurs communes du cercle de Kangaba et autres cadres politiques. Des élus municipaux qui nous ont rejoints dans 4 communes, je crois, Kangaba, Benkade, Nouga, Kanyogo, dans une commune de conseillers. Et donc nous sommes venus un peu les rencontrer, faire connaissance avec eux. L'objectif de la rencontre, c'était une première prise de contact du président du parti avec les élus et les délégués venant des différentes communes. Naturellement, c'était une opportunité unie aussi pour qu'on puisse manifester notre adhésion au parti. Au cours de la rencontre, les échanges ont surtout porté sur l'implantation du parti, les préparatifs de l'élection présidentielle et autres sujets relatifs à la vie du parti. Nous sommes dans une alliance avec le RPM, avec l'UDD, avec 2 autres formations autour de la candidature d'Ibrahim Boubacar Keïta dès le premier tour. Le retrait des cartes NINA par les électeurs a été évoqué au cours de la visite que la délégation a rendue au préfet du cercle. Le fait que beaucoup de personnes partent à leur paillage, ça a un impact sur le retrait des cartes. C'est un phénomène qui est important dans la zone et dont tout le monde se plaint d'ailleurs paradoxalement. Donc il va falloir voir quelle solution trouver. Et malgré les inquiétudes qu'on avait ici et là, le taux de et l'imam Modibo Diawara. Après avant de poursuivre cette édition, le mardi juillet 2013, au siège d'RPM, une forte action du exécutif du Rassemblement pour le développement de la solidarité RDS, contre le président, le professeur Elhadj Younous Idiko, a rencontré une autre forte délégation du Rassemblement pour le Mali, conduite par son vice-président, Dr Boulkassoum. Les délégations ont eu un fructueux installation, l'école, la sécurité, la vie, la résolution durable de la crise politique sécuritaire qui, selon le député, par la voix du peuple malien à travers ont été les électeurs en commune de Markala et
par le gouverneur de la création des localités pour gérer de l'intervention et distribution des cartes. Reporté. À Markala, la délégation Kirango est le centre de l'association des retraités de Markala. Le gouverneur a constaté que les opérations de remise des cartes d'électeurs avancent normalement sans difficulté majeure et malgré la période hivernale. La seconde étape concernait Sansandeng. Au centre de Kanadjigila comme au quartier Bozo, les agents de distribution sont aidés pour réussir. Tcherno Bokar Sissé a informé sur les nouvelles des autorités pour améliorer les conditions de remise des cartes Nina. Vraiment, ça va, on n'a pas de problème majeur, sauf qu'avec les travaux champêtres, l'affluence est moindre, bon, mais le matin, les gens commencent à venir petit à petit. Généralement, les soirs, les gens commencent à sortir après avoir quitté les champs. Parce qu'on a 2150 cartes à distribuer, donc on a pu avoir plus de 1000 cartes. Les opérations se déroulent vraiment avec une très grande satisfaction. Nous avons vu que toutes les équipes sont vraiment mobilisées, tout le monde est au grand complet. Et aussi l'accompagnement des autorités politiques, des chefs de village et des chefs de quartier. Tout le monde en a fait quand même son affaire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le vote seulement, mais c'est le taux de participation. Nous voulons montrer que le Mali est un pays démocratique. Dans ces différents centres de remise, Tcherno Bokar Sissé a demandé l'implication de chacun pour que les 28 juillet soit une réussite totale pour la 4e région. Le ministre de l'administration territoriale informe les électeurs et électrices que les conditions de remise de la carte Nina ont été assouplies. Dorénavant, les cartes Nina peuvent être remises à des tierces personnes sur présentation d'un document d'identification avec photo ou du récépissé d'enrôlement au RAVEC. En 5e région, l'opération de remise des cartes Nina se déroule bien, notamment dans les villes de Mopti et Sévaré. C'est le constat fait par une équipe de reportage de l'ERT Mopti qui a sillonné quelques sites de remise de cartes Nina. On note une grande affluence de la population autour des sites de remise. Moustapha Doumbia. Débutée il y a environ une semaine, l'opération de remise des cartes Nina se déroule bien dans les villes de Mopti et Sévaré. Les populations sont plus que jamais déterminées à enlever ces cartes, d'où la grande mobilisation autour des sites de remise. Dans la ville de Mopti, on compte 8 équipes de remise de cartes Nina. Nous sommes divisés en 3 équipes. Il y a port de pêche, Bargondara et puis hôtel de ville. Du début jusqu'à la date d'hier, on a 972 cartes distribuées. À Sévaré, le constat est le même quant à la mobilisation des électeurs à retirer leurs cartes du numéro d'identification nationale. On note surtout la disponibilité des équipes de remise à satisfaire les besoins des citoyens et c'est malgré quelques difficultés. Depuis quand même qu'on a commencé le vendredi passé, donc jusqu'à nos jours, on n'a pas eu vraiment d'incident. On distribue les cartes. De temps en temps, vraiment, il y a d'embouteillage, surtout du vendredi jusqu'à hier. Il y a trop d'embouteillage, mais aujourd'hui, ça va. Pour accéder à sa carte Nina, il faut souvent être courageux et patient au dire de certains électeurs. Pour moi, j'avais retiré depuis le dimanche, mais il y a quelques amis, ils ne sont pas présents ici, donc ils m'ont chargé de retirer leurs cartes. Bon, il y a des problèmes, parce que souvent, il y a des erreurs dans leurs cartes. Donc, quand la personne n'est pas là, souvent, c'est difficile de corriger. Mais souvent je les appelle, c'est fatigant puisque c'est un peu lent. C'est lent. Ensuite, souvent il y a des gens qui ne savent pas lire. Donc quand ils viennent ici, quand ils demandent est-ce qu'ils sont là, on les envoie quelque part. Encore quand ils vont là-bas, encore on les envoie quelque part. Donc cela cause un peu de problème. Il faut des sacrifices vraiment, c'est très important. Rappelons que 315 équipes de remise des cartes Nina sont déployées dans la région de Mopti qui compte 948 466 électeurs potentiels. Le président de la commission Dialogue et Réconciliation CDR a reçu successivement cet après-midi en audience la délégation de l'UNESCO, celle de la Ligue internationale des droits de l'homme venus renouveler leur disponibilité à la CDR et demander une éventuelle collaboration de la CDR pour la lutte contre l'impunité. Khadija Toukone est maintenant prête. Après l'étape de l'Assemblée nationale et la primature, c'était au tour du président de la Commission Dialogue et Réconciliation CDR de recevoir la délégation de la Ligue internationale des droits de l'homme.
Elle était venue pour apporter sa solidarité au peuple malien compte tenu de la situation que vit notre pays et également demander la collaboration de la CDR pour la lutte contre l'impunité. Il est essentiel que les victimes puissent être entendues parce que les victimes doivent être au cœur de tout processus de réconciliation, les victimes doivent être au cœur de tout dialogue puisque ce sont elles qui ont le plus souffert ou qui ont souffert des affres du conflit ou de la crise. Nous avons indiqué au président et au commissaire de cette commission que la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme souhaite, en tout cas au regard de la situation qui s'est passée au Mali, que cette commission mette la vérité sur les faits passés du Mali. Étant pendant longtemps délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO, M. Mohamed Salia Soukouna a également reçu la visite de ses anciens collaborateurs qui étaient venus tout d'abord lui transmettre les salutations de l'UNESCO, mais aussi échanger sur les opportunités de collaboration entre leur organisation et la Commission Dialogue et Réconciliation. La Commission est en train de s'organiser en termes de plans d'action, à mettre en œuvre. Et ce qui a été convenu, c'est qu'une fois que ce travail est terminé, nous allons prendre contact et essayer de voir les domaines d'intérêt commun et mettre en place les modalités de collaboration pour appuyer la Commission dans ce travail. Les deux délégations sont parties confiantes après avoir soumis leurs doléances au président de la Commission Dialogue et Réconciliation. Vivre ensemble après la crise, c'est le thème de la Semaine nationale du patrimoine culturel édition 2013. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée ce matin au Centre international des conférences de Bamako à travers plusieurs activités. Le département de la culture réaffirme son attachement à notre diversité culturelle tout en contribuant à la cohésion sociale. Cheikh Sangare. Retour de la paix et de la cohésion sociale en affirmant notre attachement à nos identités culturelles plurielles est l'objectif visé par la Semaine nationale de la culture 2013. Le thème retenu est « Vivre ensemble après la crise ». La thème de ces journées est d'importance capitale tant nos biens sont fortement affectés par la crise. La présente cérémonie revêt une grande signification pour le gouvernement du Mali. Au moment où notre pays est doublement éprouvé par un conflit armé aux conséquences dramatiques et par une grave atteinte à ses droits culturels. Plusieurs rencontres d'échange et de promotion de notre patrimoine culturel sont au programme des 2 jours. Aussi, une exposition photo sur le patrimoine culturel détruit à tout. Les dégâts causés par l'occupation des régions du Nord sont inestimables. Dans les cérémonies de réjouissance, les fêtes, c'était formellement interdit de manifester. Et l'homme ne vit pas que de pain. Donc ça cause énormément de dégâts. Donc c'est pour montrer aux gens une infime partie de ce que la crise a causé au patrimoine culturel. Ceux qui parlent Mali parlent de son patrimoine. Pour le ministre de la Culture, cette semaine offre l'opportunité d'apporter des réponses à certaines questions relatives au rôle du patrimoine culturel dans la réconciliation nationale. Comment les différentes communautés vont-elles vivre ensemble après ce conflit dramatique? Comment effacer ou minimiser les risques de fractures sociales? Comment consolider les liens intra-communautaires multiséculaires? En quoi le patrimoine culturel contribue au renforcement de la cohésion sociale? La cérémonie d'ouverture a été aussi marquée par la création de l'ensemble instrumental à travers ses nouvelles compositions sur la paix. « 35 millions de francs injectés dans la formation des jeunes et l'appui financier des femmes en 6e région. Le ministre de la formation professionnelle a présidé la cérémonie initiée par son département. La présence des responsables de structure marque aussi le retour de l'administration dans la région. Yaya Tandina. Sans une ambiance festive, le lancement du paquet minimum d'activités initié par le ministre de l'Emploi et de la Formation à Tombouctou. Dans le cadre du plan d'action d'urgence élaboré par le département, retour de l'administration. Nous avons un certain nombre de jeunes maçons, parce que qui connaissent à Tombouctou la valeur de cette maçonnerie, nous avons tout intérêt à l'accompagner vu la vieillesse là, et les jeunes doivent le relais. Il faut qu'on l'accompagne dans le cadre de cette formation. Nous avons accompagné un certain nombre de jeunes, nous avons accompagné également un certain nombre de femmes, de jeunes filles également en cours dans la fabrication industrielle d'avant qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sur place pour 50 femmes. Ces réalisations estimées à 35 millions de francs CFA pour ce premier volet dans la région. Auparavant, les femmes avaient suivi une démonstration en technique industrielle. C'est dire qu'à Tombouctou, les femmes ont retrouvé le sourire. Au nom de toutes les femmes de Tombouctou, nous remercions le ministre de l'Emploi
pour le soutien apporté aux femmes. Je suis venue ici il y a 2 mois. La désolation que j'avais vue, l'espoir renaît, aussi bien auprès des populations qu'auprès de la vie économique qui reprend. Nous sommes venus pour accompagner certaines femmes dans le cadre du PNRP, les accompagner dans le cadre de leurs activités génératrices de revenus. Le lancement de ces activités dans la région va permettre aussi à 80 femmes de bénéficier chacune de la somme de 50 000 francs pour la relance de leurs activités socio-économiques. La journée de concertation des partenaires du projet Blue Star s'est déroulée à Bamako. Ce projet qui existe depuis 2 ans est initié par l'entreprise Maristops International en collaboration avec le ministère de la Santé. La rencontre a pour objectif d'échanger autour des résultats, analyser les défis et perspectives pour la suite du projet. Rachel Tessoubé. Le projet Blue Star de Maristop International est créé pour améliorer l'accès à des services de qualité en planning familial et conseil dépistage volontaire du VIH-Sida dans les régions de Mopti et Koulikoro. La présente réunion offre l'opportunité aux acteurs du projet qui existe depuis 2 ans au Mali de jeter un regard sur ses résultats, son déroulement et ses perspectives. Au Mali, Maristop a servi en 2011 plus de 20 000 clients, pour un total de près de 100 000 couples années de protection. 100 centres de santé communautaires et privés seront renforcés pour améliorer l'accès à des services de qualité. Le gouvernement est convaincu que le projet Blue Star contribuera de façon importante à l'atteinte du taux de prévalence contraceptive de 20% d'ici 2015 au Mali, surtout avec la stratégie des équipes mobiles. La stratégie équipe mobile, c'est une stratégie qui contribue effectivement à atteindre les femmes là où elles sont de façon beaucoup plus efficace. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de faire le déplacement pour se faire jusqu'au niveau des centres de santé, au niveau des CESCOM et des districts sanitaires. Maristop International est une entreprise sociale utilisant des techniques modernes d'affaires et de commercialisation pour développer des programmes durables de planification familiale. Après Fana dans la centre, la mission conjointe du président directeur général du groupe CMDT et du président des unions nationales des syndicats et coopératives de producteurs de coton était ce vendredi à Bougouni, dans la filiale sud, pour sensibiliser les producteurs et l'encadrement pour la réalisation des objectifs du plan campagne agricole 2013-2014. Envoyés spéciaux, Nando Dambélé et Dembawan. La situation pluviométrique n'est pas tout à fait satisfaisante au filiale sud avec des pluies localisées et irrégulières, ce qui rend la campagne moins précoce par rapport à celle de l'année dernière, qu'à cela ne tienne. Avec les prévisions de 200 000 hectares cette année, nous avons réalisé à ce jour 160 000 hectares, soit 80%. Les semis ne sont pas tard d'abord. On peut semer jusqu'au 30 juillet, parce qu'il y a un décalage sur cette hivernage. Donc on est venu assurer tous les paysans, tous ceux qui n'ont pas fini de semer, de continuer jusqu'au 30 juillet. Pour les responsables du groupe CMDT et l'encadrement sur place, la campagne 2013-2014 démarre dans un contexte favorable avec le retour de la confiance au sein de la filière, le maintien de la subvention des engrais, la fixation à 250 francs le prix d'achat aux producteurs du kilogramme de coton graines. Je pense que le constat il est bon à notre avis. C'est vrai que nous sommes sur la première décade du mois de juillet. Je pense que les objectifs de semis de la filiale sud sont à hauteur de souhait. La filiale est aujourd'hui à 80%, sinon plus. 80% c'était au 30 juin. Aujourd'hui, nous pensons qu'au niveau de cette filiale, les perspectives sont même au dépassement des prévisions de production. Vous l'avez vu tout de suite, la parcelle que nous sommes en train de visiter ici, les niveaux de réalisation dépassent les programmes prévus avec bien sûr toutes les mesures d'accompagnement par rapport à l'approvisionnement des producteurs en intrants. La délégation a pris connaissance des stratégies élaborées sur place pour atteindre les objectifs de la campagne.
Le ministre de l'Agriculture, Baba Berté, a procédé mardi dernier à Kita au lancement de la deuxième phase du projet de développement rural du district de Kita et environ PEDRIC 2. Coût du projet, plus de 12 milliards de francs CFA, financé par la Banque islamique de développement BID. Le PEDRIC 2 prévoit l'aménagement de plus de 1700 hectares, la réalisation des pistes rurales. Le lancement a regroupé autour du ministre Baba Berté deux autres membres du gouvernement, les autorités administratives et politiques, les représentants de la BID ainsi que de nombreux invités. De Kita, la correspondance de Siaka Konaté. Le projet de développement rural intégré du district de Kita et environ PEDRIC 2 couvre les cercles de Kita et de Baflabé d'une durée de 4 ans et financé par la Banque islamique de développement BID à hauteur de 12 milliards 60 millions de francs CFA. La deuxième phase a pour objectif d'améliorer les revenus des populations de la zone d'intervention du projet. Pour atteindre cet objectif, le PEDRIC 2 va aménager 1100 hectares de bas-fonds dans le cercle de Kita, 680 hectares dans celui de Baflabé, construire 90 km de pistes rurales entre Tambaga et Manantali, ainsi qu'un pont entre Kenyanife et Sofeto. Il est prévu également la réalisation de 30 forages pour faciliter l'accès des populations à l'eau potable, donc diminuer les maladies hydriques. Ces infrastructures socio-économiques qui seront réalisées par le projet contribueront fortement à l'amélioration du bien-être des populations de la région de Kaye. La réalisation de ces infrastructures socio-économiques permettra d'accroître la production et la productivité agricole. C'est un projet qui va avoir un impact positif sur la productivité. Nous sommes des rendements de 500 par an à 6 tonnes. Le PEDRIC 2 devra faciliter l'écoulement des produits, bref, lutter contre la pauvreté chez les groupes cibles, particulièrement les femmes et les jeunes. C'est pourquoi la BID sollicite le concours de tous les intervenants et acteurs pour le succès de cette phase. La Banque suivra avec une attention particulière la mise en œuvre rapide de ce projet et sollicite votre appui et votre accompagnement constant dans la réalisation du projet. Elle sollicite également le concours et l'appui de tous les intervenants à tous les niveaux afin de garantir le succès escompté à la fin du projet. Donc, c'est un ministre de l'Agriculture semi-comblé qui a lancé la deuxième phase du PEDRIC. Baba Berté affirme qu'il sera comblé lorsqu'à la clôture du projet, les responsables lui diront que tous les objectifs ont été atteints. En tout cas, le directeur général de l'ADRES, Mfali Dambélé, promet qu'il réalisera à 100% toutes les infrastructures d'ici le 31 décembre 2016, date de clôture du projet. La pharmacie populaire du Mali, PPM, tient depuis hier la 76e session de son conseil d'administration. À l'ordre du jour, l'examen de ce budget et l'évolution des subventions. Cela grâce à un chiffre d'affaires d'environ 7,5 milliards de francs CFA et un résultat d'exploitation de 401 305 000 francs CFA. Des résultats obtenus grâce à la distribution d'intrants dans les régions sud du Mali. Pour maintenir ce cap, les administrateurs proposent un autre système de perfectionnement. En termes imagés, nous allons renforcer nos capacités et nous allons tendre vers ce que l'on appelle l'appréciation ISO dans le cadre de rendre disponibles les médicaments et les autres intrants et les autres produits de santé aux populations. En termes de produits de qualité, nous allons tendre vers cette norme ISO. Les médicaments en dénomination commune internationale, c'est-à-dire les DCI par opposition aux marques. Et les médicaments en dénomination internationale coûtent 10 fois moins cher que les marques. Et c'est ce qui est à la portée de nos populations. La PPM a enregistré quelques difficultés. Parmi celles-ci figure l'approvisionnement en médicaments des régions nord du Mali. À cette situation, les responsables envisagent. Par rapport au nord, nous avons renforcé notre représentation régionale de Mopti. Nous l'avons transformée en une plateforme pour recevoir l'ensemble des besoins et de la région de Mopti et des régions de Gao, Tombouctou, Kidal. Les questions de non-accompagnement de la structure par certains partenaires aux actions humanitaires, le non-paiement des dettes par l'État seront également débattus au cours de cette 76e session.
L'Académie malienne des langues Amalan a tenu ce jeudi son premier conseil d'administration extraordinaire au titre de l'année 2013. L'ordre du jour portait sur la présentation des projets du cadre organique de la structure et son organigramme. Adama Kodjo. L'Académie malienne des langues veut se doter d'un nouveau cadre organique créé en septembre 2012. L'Amalan est un établissement public technologique et culturel. Le conseil d'administration de l'Académie est ainsi appelé lors de cette session extraordinaire à examiner et adopter les projets du cadre organique de la structure et son organigramme. Nous sommes là aujourd'hui pour les départements, les sections et les unités linguistiques d'agents capables de faire vraiment le démarrage de ce service. Nous avons hérité de l'Institut Abdoulaye Bari. Donc cette même structure est là, améliorée tout simplement de quelques petits éléments, tels que des besoins du service. 53 personnes pour l'année 2013. Mais à partir de là, le chiffre va en évoluant, atteindre jusqu'à 73 dans 5 ans. La rencontre est la concrétisation de la session ordinaire du Conseil qui avait insisté sur la création d'un cadre organique. C'est aussi pour moi le lieu de me féliciter très vivement des diligences entreprises par la direction de l'Académie pour sa tenue, à l'effet de disposer d'outils permettant d'étoffer le personnel avec des compétences appropriées. Je vous exhorte à aider la direction de cette structure, notre structure, à poursuivre efficacement sa mission en dépit des multiples obstacles qui jalonnent le chemin de l'Académie dans sa mission de promotion et de développement des langues nationales. Notre collègue Abdourahmane Infatouré est désormais le secrétaire général du syndicat national de l'information, de la presse et de l'industrie du livre SNIPIL. C'est à la faveur du 12e congrès ordinaire du 10 syndicat tenu jeudi dernier. Les travaux de ce congrès, présidés par Seydou Baba Traoré, conseiller au ministère de la Communication, ont été suivis par notre reporter Mamour Sidibé. C'est un nouveau bureau de 25 membres qui pilote le syndicat national de l'information, de la presse et de l'industrie du livre SNIPIL. Ce bureau est le résultat du 12e congrès ordinaire de ladite organisation syndicale. Dirigé par Abdourahmane Infatouré, secrétaire général de la cellule syndicale de l'ORTM, ce nouveau bureau a un mandat de 5 ans pour redynamiser le SNIPIL. Mon souhait le plus ardent est l'unité syndicale d'abord. Et que dans nos différents services, que nos employeurs nous permettent d'exercer librement notre mission syndicale. Et que la compréhension entre les syndicats et les différentes directions prévale. Ce congrès du SNIPIL était l'occasion pour le secrétaire général de l'UNTM de saluer l'effort de guerre de tous les travailleurs avant de rappeler aux militants du SNIPIL leur mission première en cette période d'exception. Gloire à vous, camarades, pour votre contribution à l'effort de guerre, à la gestion de la crise, à la consolidation de la paix, parce que c'est à travers vous, tout au long de cette crise, que nous avons écouté, que nous avons lu et que nous avons entendu. Quant au représentant du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il a insisté sur le rôle que doit jouer ces syndicats pour l'élection présidentielle et pour la réconciliation nationale. Tout le regard est maintenant tourné vers ces nouveaux bureaux dont les tâches comportent plus d'épines que des fleurs. Du sport à présent en football, le Mali reçoit demain samedi au stade Omnisport Modibo Keïta la Guinée du le champ. Au compte de ce match aller, l'équipe nationale locale de la Guinée-Conakry est à Bamako à la recherche d'un résultat, tandis que celle du Mali veut faire le plein à domicile pour bien négocier le match retour à Conakry. Ousmane Daou. Le Mali va croiser de nouveau la Guinée-Conakry, mais cette fois-ci au compte du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Pour ces retrouvailles entre les deux pays, le Mali se préparait avec beaucoup de concentration, mais avec une certaine méfiance car ne connaissant pas trop l'adversaire. Les confrontations entre les deux nations ne sont jamais faciles et celle de samedi ne va pas certainement déroger à la règle. C'est pourquoi les jeunes Maliens vont l'aborder avec une mentalité de gagne pour assurer avant le match retour. Il faut se dire que vraiment cette fois-ci, ils seront là comme des guerriers et puis ils vont venir quand même pour essayer de relever le défi. Mais nous aussi ici, on ne va pas avec le dos de la cuillère, on est en train de se préparer, histoire de peaufiner
un peu la cohésion, la complémentarité et puis dégager un concept de jeu pour que les jeunes puissent jouer et éventuellement essayer de relever le défi parce que tout qu'on fait, c'est un match qui va se jouer en aller-retour. Donc, dès le match aller, si on parvient à créer la différence, ça serait une bonne chose. La Guinée-Conakry est à Bamako à la recherche d'un résultat, même si elle sait que ce ne sera pas facile à cause du passé footballistique entre nos deux pays. Le match Guinée-Mali a toujours les grands duels, il y a toujours la combativité, surtout les équipes maliennes sont tout à fait prêtes sur le plan physique. C'est des équipes qui ont un très bon mental et puis qui ont du répondant tactico-technique. Bon, dans tous les cas, la Guinée aussi, au-delà du répondant physique, nous avons du naturel sur le plan technique. C'est un match très difficile, un adversaire accrocheur qui n'admet jamais la défaite de la Guinée. Et nous aussi, de notre côté, ça va être vraiment un match, mais dans tous les cas, c'est un match de frères. Tous les ingrédients sont réunis pour ce énième Mali-Guinée-Conakry. Il ne reste plus qu'aux 22 acteurs pour nous produire un spectacle digne des Mali-Guinée d'antan. On change de discipline et on parle d'athlétisme avec les championnats d'athlétisme qui ont donc eu lieu hier au stade Omnisport. Modibo Keïta et c'est l'USFAS qui a remporté le trophée de cette édition qui a réuni 17 clubs et ligues. Compte rendu d'Isaac Tchenou. Dans cette compétition, l'USFAS est détentrice de Damkou. Les militaires se montrent indéboulonnables dans cette discipline. Ils ont obtenu 925 points pour remporter le trophée. Ces championnats Coupe du Mali combinés se sont tenus sur la journée de ce jeudi et a réuni 17 ligues et clubs. Seuls Mopti et San n'ont pas répondu à l'appel. Les athlètes ont rivalisé dans les épreuves phares de l'athlétisme, à savoir les 100 mètres, les 200 mètres, les 400 mètres, les 1500, les 5000 mètres, les concours de poids et saut, en plus d'un relais. La tenue et la réussite de la compétition ont été un challenge pour la Fédération malienne d'athlétisme compte tenu de la période qui traverse le pays. Notre totale satisfaction d'avoir réussi à ramener des jeunes sportifs de Kidal à Kay, donc le Mali jeune, le Mali sportif, donc de venir faire une manifestation sportive comme celle-ci, c'était un challenge qu'il fallait relever. La Fédération malienne d'athlétisme l'a réussi. Bon, évidemment, dans un contexte très particulier, vous l'avez souligné, mais quand même le résultat est là. Par rapport aux compétitions, j'avoue que nous avons été témoins des finales, de certaines finales, qui ont vu vraiment une lutte acharnée entre certains athlètes, notamment aux 200 mètres dames, qui nous a vraiment émerveillés. Par contre, les observations que nous pouvons faire au niveau de cette compétition, c'est certainement par rapport à l'engagement de certains athlètes qui, à mon sens, n'ont pas reçu cette préparation adéquate qu'il faut pour justement répondre positivement à ce championnat national. L'USFAS a été suivi du Stade malien de Bamako avec 805 points. Troisième AS Police qui monte sur le podium après 3 ans d'existence. Le Tata de Sigasso a été la meilleure équipe régionale qui s'est classée 4e. Page noire de ce journal, Moussa Khalifa Traoré n'est plus. Cet ancien grand cadre qui a occupé plusieurs fonctions au Mali, dans la direction de la BNDA, s'en est allé le 4 juillet 2013 à Tunis. Il a été accompagné ce vendredi à sa dernière demeure au cimetière d'Amdalaï par ses parents, amis et anciens collaborateurs. Reportage de Mamourou Sidibé. Cet officier de l'ordre national du Mali, Moussa Khalifa Traoré, qui vient de s'éteindre, est un exemple sur lequel la jeune génération peut s'inspirer. Né en 1942 à Bamako, Moussa Khalifa a occupé successivement les fonctions suivantes. Chef de l'unité d'évaluation à l'Institut d'économie rurale, directeur national de l'agriculture, directeur de la cellule de qualification et de la statistique au ministère de l'Agriculture, conseiller technique à la primature, président directeur général de la BNDA jusqu'en 2006, il fit valoir droit à la retraite. Par son sens élevé du devoir, de l'honneur et de la dignité, M. Traoré a forgé toute sa vie durant l'admirance de ceux qui l'ont approché ou travaillé avec lui. Pendant son passage à la banque, il a apporté la prospérité à la banque. Au-delà de la mutation technique positive que nous avons enregistrée, il a su tous les problèmes du personnel de la banque. Sous lui, les conditions de travail, les conditions matérielles, globalement les conditions de vie du personnel ont été bien améliorées. Patriote engagé, homme de conviction
intègre et loyal. Il a un sens élevé du devoir bien accompli, un homme simplement bon. Ce sont ces qualités reconnues en lui par les plus hautes autorités du pays qui l'ont valu d'être cité en exemple parmi les 10 fils de la nation et d'être élevé au grade d'officier de l'ordre national du Mali en 2011. Moussa Khalifa Traoré laisse derrière lui une veuve éplorée et plusieurs fils et petits-fils. Voilà, ce journal s'achève.